Oui, je donnais une anecdote que j'ai découverte il y a une semaine en discutant avec un chef d'établissement qui me disait que ses meilleurs élèves qui ont suivi l'option mathématiques ont eu 20 sur 20, ont été reçus dans d'excellentes universités anglaises, ont été forcés de prendre des cours de rattrapage en mathématiques parce que les universités anglaises considéraient maintenant que la formation du baccalauréat n'était pas suffisante. Alors ça, c'est une manière assez violente de tomber de son piédestal pour les mathématiques françaises. Et puis on a vu toutes ces problématiques des jeunes filles, cette proportion très faible de jeunes filles, ces problématiques sociales que le ministre évoquait. Donc il y a en ce moment une perspective plus que préoccupante sur les mathématiques. Mais maintenant, je pense que pour essayer d'éviter de sombrer dans une boucle dépressive, on peut se demander plutôt comment on peut agir. Comment on peut agir quand on n'est pas soi-même enseignant en lycée sur le terrain, quand on n'a pas les moyens de l'éducation nationale. Comment on peut agir, par exemple, quand on est mathématicien à l'université ou dans une entreprise. Comment encourager des jeunes gens ou des jeunes filles de tout milieu à se diriger vers les mathématiques ou vers l'informatique? Quels outils utiles pouvons-nous développer pour enrichir les ressources de nos collègues qui, eux, enseignent sur le terrain dans le secondaire? Ce sont ces questions que je voudrais aborder ici et la démarche que nous avons entreprise avec un certain nombre de collègues, avec deux expériences, et quand je parle d'expérience, évidemment, il s'agit aussi de faire une évaluation, et Esther, ici, en a parlé de façon très claire. Alors, il y a une chose importante qui a été maintes fois observée, c'est que de nombreux jeunes gens, et particulièrement de jeunes filles, qui ont un talent et de bons résultats en mathématiques jusqu'en seconde, se dirigent pourtant vers d'autres matières, parce qu'ils n'en trouvent pas le sens, parce qu'ils ne se projettent pas dans les mathématiques ou les métiers d'ingénieur. Alors ça, c'est un constat qui a été beaucoup fait. C'est ce constat qui a poussé la création de l'association MathC2+, en 2011, dont je voudrais d'abord vous parler. Alors cette association, elle a été reprise par la Société mathématique de France et Animat, avec la participation du Collège de France et le soutien de l'Éducation nationale. Donc pour MathC2+, l'objectif, c'est de montrer à ces jeunes qu'ils ont toute leur place à l'université et que ces métiers, et en particulier les mathématiques, offrent des perspectives passionnantes qui sont importants pour les grands enjeux de notre société. Pour cela, MathC2+, organise des stages de 3 à 5 jours en milieu universitaire pour des élèves de collège, de lycée, avec plus de 50% de jeunes femmes et plus de 50% d'élèves provenant de zones d'éducation prioritaire dans tous les territoires, c'est-à-dire dans toute la France. Donc ce sont des élèves qui sont talentueux en maths et surtout motivés, pas forcément absolument exceptionnels. Les stages sont gratuits pendant les vacances et organisés autour d'activités ludiques, mais aussi beaucoup de travail en groupe, en mathématiques, avec des enseignants à la fois du secondaire et de l'université pour faire cette jonction. Donc pour un stage de 40 élèves, on a typiquement plus de 150 élèves qui font candidature, et ça déjà, ça fait mal au cœur de refuser ces jeunes qui sont très motivés. Pour ces 40 stages, donc environ 2000 élèves qui sont organisés chaque année, on essaye de les répartir à travers toute la France, y compris dans les dom-toms. Alors, une chose qui est très importante, effectivement, c'est cette évaluation qui a été engagée par la Société mathématique de France en collaboration justement avec J-PAL et son instance à Paris, dans l'École d'économie de Paris. Et les premiers résultats qui ont été faits, pour l'instant de façon très partielle, montrent qu'il y a un fort impact. Et notre ambition, c'est de doubler le nombre d'élèves et de stages, mais évidemment, il va être très difficile d'aller bien au-delà, parce que leur organisation est relativement lourde pour encadrer les élèves et souvent les héberger. Alors ce type d'association et de club ont de fait changé la vie de beaucoup d'élèves en créant des vocations, mais il y a une question qui se pose et qui a été à nouveau évoquée par Esther, c'est la question du passage à l'échelle.
peut-on toucher un bien plus grand nombre d'élèves sans avoir les moyens de l'éducation nationale? Alors je pense que c'est possible, mais sur un mode différent, et c'est là la question que je voudrais débattre ici. Je vais vous parler d'une initiative qui va dans ce sens et que nous développons actuellement au Collège de France avec l'École normale supérieure en partenariat avec l'Institut Louis Bachelier. Nous organisons des challenges de données sur une plateforme web qui est totalement ouverte à tous pour l'enseignement des mathématiques et des sciences. Alors si vous cherchez sur Internet, vous pouvez taper « Challenge Data » en un seul mot et vous trouverez le site web. Donc il s'agit d'une approche des maths par l'expérimentation et l'abstraction. On a beaucoup parlé des mathématiques comme outil de problem solving en anglais, mais il y a un autre aspect qui est très important en mathématiques, c'est l'abstraction, c'est la façon de penser le problème, et ça, c'est très souvent la clé pour être capable de résoudre le problème. Et pour résoudre un challenge, il faut estimer la réponse à une question en développant un algorithme appliqué à des données. Chercher et programmer cet algorithme demande à chacun, quel que soit son niveau, de comprendre le problème et de le traduire en termes mathématiques à sa portée. Chaque participant ensuite envoie ses réponses de son algorithme sur la plateforme qui évalue son score et le situe parmi ses pairs. Donc qu'est-ce que c'est qu'un challenge? Il peut s'agir d'un problème de reconnaissance d'images ou de sons, comme par exemple des chants de baleines. Ça peut être un problème de diagnostic médical sur des vraies données, d'évolution climatique, de compréhension de texte, de prédiction financière, d'analyse de données physiques, biologiques, économiques. Ça peut être extraordinairement divers. Ces challenges sont formatés et soumis par des laboratoires de recherche, par des services publics, par des entreprises ou des enseignants. Pour nous, ce qui est très important aussi, c'est que ça crée un lien entre, d'un côté, l'enseignement secondaire, universitaire, mais aussi des entreprises ou des laboratoires, pour montrer aux élèves ou aux étudiants que les mathématiques ont les pieds dans les grands enjeux de notre temps. Alors ce travail, nous l'avons d'abord mené pour des cours à l'université, et en 4 ans, le nombre de participants est passé de 200 élèves qui l'avaient pris à l'intérieur de mon cours, à plus de 10 000 étudiants sur toute la France, avec la participation de nombreuses entreprises, de services publics et de beaucoup de cours dans des universités à travers la France. La raison pour laquelle ça semble fonctionner très bien, c'est aussi parce que c'est basé localement sur le travail des professeurs qui font le travail d'animation, mais aussi parce que les étudiants sont capables de s'emparer des problèmes et aller bien au-delà, souvent, on l'a observé, de solutions qui avaient été trouvées par les entreprises ou les services publics qui avaient posé la question. L'enjeu maintenant pour nous, c'est de développer ces challenges pour le collège et le lycée, avec l'association Maths C2+, et surtout avec des enseignants du secondaire. Les difficultés, évidemment, sont d'abord pédagogiques, pour réussir à adapter les challenges au niveau des élèves, mais ça, c'est possible. Et ça, c'est un des charmes, je dirais, des mathématiques, c'est qu'avec quelques concepts assez simples, on est capable de résoudre des problèmes qui, en apparence, sont très complexes, comme les problèmes dont j'ai parlé, avec les outils qui sont au programme de 3e, de seconde, et évidemment bien au-delà. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut aussi développer des documents pédagogiques qui sont avant tout utiles aux professeurs dans leurs cours pour que ce soit largement adopté. Donc le modèle que nous essayons de développer, qui à nouveau est une expérience, c'est en fait celui d'une plateforme collaborative où ce sont aussi les participants et les enseignants qui proposent des challenges et des guides pédagogiques qui peuvent s'adapter dans différents types de programmes à différents niveaux, comme je le disais, depuis le collège jusqu'à l'université, voire jusqu'au doctorat. Cette plateforme, Math à Data, joue en quelque sorte un rôle d'éditeur de contenu qui sélectionne et garantit la qualité des publications, que ce soit les challenges, que ce soit les guides pédagogiques, avec une procédure d'évaluation par les pairs. Et ça, c'est très important pour avoir l'ambition de faire un passage à l'échelle. Mais il y a un autre point, c'est que nous pensons qu'il faudra rémunérer les auteurs de contenu
Et là, je pense particulièrement aux enseignants du secondaire. Je pense qu'il est maintenant très clair pour la plupart d'entre nous que la qualité de l'enseignement des mathématiques est aussi un enjeu très important pour l'activité économique. C'est notamment le cas pour des secteurs comme celui du numérique, de la banque, des assurances et de l'informatique. Ils sont en forte croissance et ils absorbent beaucoup de talents mathématiques qui, du coup, n'iront pas enseigner dans les classes. Un point qui semble vraiment important, c'est que la participation de ces secteurs soit très active et qu'ils aient une participation financière en faveur de l'enseignement des mathématiques du secondaire, car c'est aussi leur propre intérêt. Si on veut avoir un enseignement de mathématiques de qualité, il va être nécessaire de financer les enseignants de mathématiques du secondaire pour qu'ils continuent leur engagement dans leur classe et qu'ils n'envisagent pas de changer de métier. Je vous remercie. Merci.